Alors voilà, nous nous retrouvons pour cette grande table ronde. J'excuse maintenant Aurélie Jean qui devait être présente et qui a une intoxication alimentaire. Alors vous savez tout. Donc elle est très malade et vraiment elle aurait été ravie d'être là et elle était à notre grande émission de lancement et c'était bien de la voir. Donc Aurélie, on te fait coucou, je sais que tu nous regardes et j'essaierai de dire quelques petites choses en clin d'œil que tu m'avais confiées pendant la préparation. Donc, c'est quoi la conquête au XXIe siècle? J'aimerais que vous me donniez votre vision. C'est quoi? Quelles sont les armes dont disposent les conquérants? Et puis, qui sont ces nouveaux conquérants, surtout, de ce nouveau monde? Alors, je vous laisse le temps de répondre tranquillement à cette question, puis après, on échangera un petit peu à bâton rompu. Donc, Joël, peut-être pour répondre puisque tu présides cette table, donc à toi l'honneur. C'est un peu ce que j'ai dit dans mon introduction. C'est la conquête pour partager. C'est la conquête, non pas pour dominer, qui est en train de venir maintenant devant nous. On voit pour des entreprises, beaucoup d'entreprises, elles cherchent à avoir un rôle sociétal. L'entreprise, traditionnellement, c'est la croissance, c'est le profit et le bénéfice pour les actionnaires. Mais de plus en plus, on voit des entreprises qui se créent, pas mal de start-up aussi, qui veulent avoir un rôle sociétal. Pas seulement un rôle économique, financier, mais sociétal, c'est-à-dire imposer une marque sur la société, aider à la faire changer. Et donc, je pense que c'est ça une des nouvelles conquêtes que l'on voit se dessiner aujourd'hui grâce au numérique, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles stratégies d'entreprise et au pouvoir multidimensionnel, qu'on appelle aussi le pouvoir latéral, pas seulement le pouvoir pyramidal qui tient plus compte du feedback, de l'effet des salariés, de chacun dans l'entreprise. Donc, c'est un changement de conquête, c'est une autre vision avec d'autres valeurs, d'une conquête pour partager, d'une conquête pour construire de manière solidaire. La co-construction, la co-éducation sont, me semble-t-il, les nouvelles conquêtes pour le futur. Alors, peut-être... Alors, je me lance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je souhaiterais, moi, revenir peut-être sur le mot conquête, en fait. Christophe Leblanc, oui, je rappelle le nom, il n'y a peut-être pas le nom qui s'affiche. Christophe Leblanc, oui, tout à fait. La Société Générale. Donc, oui, je souhaiterais revenir sur le sens du mot conquête. Le mot conquête a plusieurs sens, en fait. Il y a d'abord, évidemment, le sens, je dirais, dur du mot conquête, qui est acquérir par les armes, en fait. Il faut pas... il y a des vainqueurs, il y a des vaincus, il y a... aussi le sens, je dirais, plutôt, on parle de conquête de l'espace, plutôt lié à l'exploration. Et il y a aussi le sens qu'on retrouve un peu dans, par exemple, des expressions comme conquête du pouvoir, qui sont plutôt liées sur la lutte, mais c'est aussi le cheminement pour arriver à un but qui est important. Alors si on reprend un peu ces trois sujets, si je reprends, je dirais, pour ce qui est du combat, alors la Société Générale est dans le monde financier. Le monde financier, vous devez en avoir tous conscience, c'est un monde dur, c'est un monde concurrentiel. Et nous sommes face effectivement à plusieurs types de concurrence. Alors la Société Générale est une institution qui a 155 années d'existence, 31 millions de clients, 150 000 employés. Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors les concurrents que l'on voit, d'abord effectivement c'est nos concurrents traditionnels, c'est les banques américaines en particulier qui ont la chance, elles, d'être sur un secteur, je dirais, très unifié par rapport à l'Europe et un marché beaucoup plus profond de fait et avec des parts de marché plus importantes. Donc elles sont très, je dirais, dures sur le marché. Et donc il faut lutter contre les banques américaines. Ça, c'est une concurrence classique. Et évidemment, nous aussi, on voit apparaître des nouveaux acteurs. Alors il y a les fintech, mais les fintech, je dirais, elles sont plus sur des niches. Donc, et on peut à la limite faire des partenariats avec elles. Et puis, comme ça a été mentionné, il y a les GAFA et les BATX. Alors eux, ce sont des animaux un petit peu différents, qui sont beaucoup plus puissants et qui nous posent évidemment des questions de fond et même existentielles pour certains à l'avenir. Alors ce qui nous protège, je dirais, c'est qu'eux, ils cherchent effectivement à désintermédier, je dirais, technologiquement les banques, mais ils vont chercher effectivement sur des produits qui sont relativement simples. Et je dirais que qu'est-ce qui nous protège bien les banques aujourd'hui? C'est un peu, étrangement, c'est la réglementation. Les GAFA sont beaucoup plus, je dirais, trouvent que les banques c'est compliqué, trouvent que la réglementation c'est compliqué, et donc vont se consacrer à des choses relativement simples.
Donc ça, c'est pour le côté combat, je dirais, du mot conquête. Maintenant, quand on est sur l'exploration, nous croyons, et je crois, et je suis convaincu, que une des voies, je dirais, pour nous, pour l'avenir, en fait, c'est l'innovation. Et alors, traditionnellement, la Société Générale a beaucoup un ADN, je dirais, très innovant. On cherche de créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Mais récemment, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Il fallait faire appel à toute l'intelligence collective. Et on avait lancé récemment, je dirais, un grand je dirais, challenge qui permettait à chacun des employés de la Société Générale de créer sa propre start-up. Alors, on a eu 700 idées. On a eu 70 startups sélectionnées. On a 30 startups qui, in fine, vont vivre leur vie, soit sous la forme de projet, soit sous de forme de start-up elles-mêmes. Et ça, c'est un élément important pour nous régénérer. La deuxième chose qui est très importante en termes d'innovation pour nous, c'est l'innovation technologique. Il faut que sur certains sujets, effectivement, nous maîtrisions la technologie pour pouvoir se battre justement contre les concurrents auxquels je faisais allusion auparavant. Et là, on travaille évidemment avec toute la communauté, je dirais, des informaticiens de la Société Générale, qui est quand même une compagnie qui a 25 000 informaticiens, il faut en avoir en tête. Je veux dire, donc une banque, c'est aussi, même c'est pas une tech compagnie uniquement, mais c'est quand même grandement effectivement une compagnie technologique. Et là-dessus, on travaille sur les données, on travaille évidemment sur l'exploitation des données, sur tout ce qui est plateforme ouverte, plateforme d'API, tout ce qui est effectivement cloud. Le dernier sens du mot conquête, c'était plutôt sur la durée, sur l'endurance. Et je pense que ça aussi, c'est très important et c'est ce qui, à mon avis, nous permet de maintenir effectivement notre relation avec notre clientèle. C'est que nous souhaitons et nous inscrivons notre relation effectivement dans la durée et nous souhaitons évidemment que nos clients soient satisfaits. Et cette relation de confiance que nous avons avec notre client, c'est ce qui nous préserve et ce qui nous protège. Et je dirais, c'est pour ça que je dirais dans le mot conquête, je termine par là parce que c'est dans mon introduction, c'est que l'endurance et la durée, ça s'exprime dans cette relation que l'on veut durable avec nos clients et qu'on met le client au centre. Et c'est un peu l'idée de notre logo quand on dit The Future is You, c'est parce qu'on met le client au centre. Voilà un peu ce que je voulais m'inspire le mot conquête. Merci. Claudia Sénic, qui est économiste, votre vision de la conquête. Enfin, un point sur lequel je voulais peut-être commencer. Vous avez parlé de conquérir ensemble plutôt que conquérir contre, prendre quelque chose à quelqu'un. Et ça me fait penser qu'une des grandes conquêtes ou reconquêtes, c'est celle du lien social. On sait aujourd'hui que je travaille sur l'économie du bonheur. Et on sait qu'il y a, selon le rapport sur le bonheur dans le monde, qui est publié environ tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend, par les Nations Unies, ce qui fait vraiment la différence entre les pays, du point de vue du bonheur ressenti et déclaré par les gens, parmi tous les facteurs qu'on peut mesurer, c'est le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter. Avez-vous quelqu'un sur qui compter? Donc le lien, ça c'est vraiment une sorte de... Ça mesure la densité du lien social, de l'intégration sociale, de l'inclusion. Donc le lien social. Et ça, je pense qu'on a eu des mouvements sociaux récemment qui nous montrent que parfois ce lien social fait défaut. Les gens se sentent un peu perdus justement dans ces transformations qui sont en grande partie portées par le développement du numérique. Et donc cette recréation du lien, la réintégration, c'est un des enjeux, disons, à développer. Et je pense que c'est lié, ça s'incarne dans le territoire. En fait, de manière étonnante, on a parlé du voyage juste avant, mais là, je pense qu'une des conquêtes, c'est justement l'habiter, où on vit. Comment la relation entre l'endroit où l'on vit et puis l'endroit où l'on travaille. Dans l'Observatoire du bien-être dont je m'occupe avec Yann Algan, on a remarqué, un peu par hasard, à vrai dire, qu'il y avait une espèce de déficit, vraiment de creux en matière de satisfaction dans la vie, de bonheur, en France, dans les villes de taille moyenne, entre 20 et 100 000 habitants. Les gens sont particulièrement insatisfaits de leur vie, de leurs finances, de leurs revenus, etc. Et évidemment, ce sont des villes dans lesquelles il y a plus de chômage, un peu plus de pauvreté, etc. Mais ce moindre bonheur ne s'explique pas par ces facteurs objectifs. Ça va vraiment au-delà. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que les gens qui vivent en moyenne, dans ces villes moyennes, sont plus insatisfaits non seulement de leur vie et de leur vie économique, mais aussi de leurs relations sociales, leurs relations familiales, leurs relations professionnelles. Donc c'est vraiment un problème de lien social local.
qui s'explique certainement par le fait qu'il y a un plus grand déclin démographique, il y a peut-être plus de fermetures de services, de commerces, etc. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une souffrance particulière à cet endroit-là. C'est pas réduit à ces villes moyennes, mais c'est vraiment symptomatique, on l'observe vraiment là. Et donc on voit que, enfin, ça m'étonne de dire ça, moi qui suis économiste, mais finalement peut-être la conquête, elle va se faire au niveau géographique. Il faut repenser en termes de localisation, territoire, habité. Et c'est là que le lien social, enfin, on en reparlera plus tard, mais les réponses vont sûrement se faire au niveau local. Dans un monde complètement déterritorialisé, en fait, il y a une demande de réponse locale, je pense. Merci beaucoup Claudia. Alors Jean-Paul Mazoyer, président du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Là, pour le coup, on parle... Oui, j'ai cru que je m'étais trompée quelque part. Donc oui, on parle bien territoire et lien social. Donc je pense que la conquête, là, sans forcément quitter son territoire français, parle. Donc je vous laisse donner votre vision. Merci beaucoup Véronique et comme on dit en anglais, music to my ears. Ce que vous avez dit à l'instant, je vais reprendre ça. Je dirige effectivement une banque régionale mutualiste. Ça a trois caractéristiques. D'abord d'être une banque de plein exercice, non pas une direction régionale qui répond à l'état-major parisien, mais véritablement une banque avec un conseil d'administration et des actionnaires qui sont sur le territoire. Régional, ça veut dire qu'on ne peut pas justement quitter notre territoire, sortir de notre territoire, arbitrer ce territoire pour aller faire des opérations ailleurs. Et mutualiste, ça signifie, c'est assez peu connu, c'est un mouvement qui date du XVIIIe siècle et qui fait que nos actionnaires sont en fait les habitants, les clients et les habitants de notre territoire. Je dirige une banque de 2500 personnes qui intervient sur 3 départements français plus le Pays Basque espagnol. C'est 1 million d'habitants, dont 450 000 sont sociétaires du Crédit Agricole. Ça veut dire qu'ils possèdent une part sociale. Ils sont donc mes actionnaires, en quelque sorte, et la particularité, c'est qu'ils vivent sur ce territoire. Et quand on est mutualiste, on ne distribue pas son résultat. Donc la finalité, le résultat est un moyen, pas une finalité. Et notre résultat est entièrement, à 90%, capitalisé, mis en réserve. Et ça pose un vrai sujet qui est finalement, quand la finalité n'est pas le résultat, que le résultat est un moyen, la finalité devient le développement du territoire. Alors, juste un mot d'explication peut-être pour la raison pour laquelle nous sommes partenaires du Forum Changer d'air. C'est une amitié pour Joël, que je connais depuis quelques années. À l'époque, je dirigeais les systèmes d'information, la technologie du groupe Crédit Agricole. On s'était rencontrés avec Joël. Et puis, évidemment, je couvre une région qui est la région de cœur de Joël, où il surfe encore, même en plein hiver. Je suis, j'avoue, particulièrement épaté par ça. Je me suis retrouvé complètement dans les propos que vous venez de tenir, et les propos également de Sébastien Bazin sur l'importance du lien humain. Je fais un métier qui est finalement le même que celui de Sébastien, qui est de recevoir des gens dans des agences, de traiter des sujets qui sont des sujets particulièrement intimes, la relation à l'argent, la possibilité qu'offre le pilotage de l'argent. Donc je me suis retrouvé dans ces propos, je vais revenir sur ces sujets-là. Alors je me suis posé la question de qui sont les conquérants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'être conquérant, comment être conquérant aujourd'hui. Je me suis dit que les conquérants d'aujourd'hui, il y avait, moi je les ai classés en 3 catégories. Il y a ceux qui veulent accumuler la richesse, du pouvoir ou autre, on le voit à travers les GAFA, et ça va exactement à l'opposé de ce que tu as dit, Joël, c'est-à-dire sur le côté une conquête réussie est une conquête partagée. Il y a ceux qui veulent apprendre, conquérir au sens de la recherche, et puis il y a ceux qui veulent modestement, à leur échelle, potentiellement changer le monde. Moi, je m'inscris très modestement dans cette catégorie de ceux qui veulent essayer de changer le monde à travers le territoire dans lequel je sers. La banque que je dirige, encore une fois, c'est 45% de part de marché. Donc vous voyez, elle est vraiment, depuis 130 ans, elle est vraiment très importante et elle joue un rôle majeur dans la création du lien social et dans l'utilité à ce territoire. Nous sommes là à la fois pour aider les autres à se transformer, ou en tout cas à apporter de la richesse, à créer de la valeur et à avoir ce lien social.
Alors comment être conquérant aujourd'hui? Moi je me suis dit la principale en fait caractéristique qui est pour être conquérant dans le domaine économique, c'est finalement de voir la mondialisation comme une formidable opportunité, de considérer que la technologie est un moyen formidable. Et qui nous permet de changer le monde. Et j'allais presque dire de plus parler d'innovation, de plus parler de transformation, de plus parler de rupture, mais de revenir au mot de progrès. Parce que finalement, c'est ça que l'on recherche. Et la technologie, quand elle est une innovation, quand elle ne sert qu'à elle-même, ou quand on ne voit pas le sens que ça peut apporter, quand on perd de vue cette notion de progrès, on trouve le côté anxiogène de la technologie et de l'innovation et pas encore une fois l'avenir meilleur. Pour être conquérant aujourd'hui, je pense qu'il faut être curieux. C'est le principal, à mon avis, la principale caractéristique. Et tous les gens qui sont conquérants ont une curiosité sincère. Il faut être iconoclaste, il faut sortir du cadre préétabli, il faut sortir de son monde, il faut aller à la rencontre des autres, il faut comprendre, analyser, essayer de rencontrer le maximum de personnes, voyager, comme le dirait Sébastien, écouter, considérer que tous les autres sont une formidable richesse et que l'on apprend par le contact et par les rencontres avec les autres. Cette notion d'hybridation qui est, à mon avis, aujourd'hui au cœur de cette stratégie de compréhension du monde et donc de conquête. J'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est un projet que l'on a ensemble avec Joël. Alors, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que j'essaye d'être curieux? Et puis, en tant que banquier, comment je fais pour que les gens qui sont sur mon territoire puissent l'être? En tant que chef d'entreprise, je dois passer à peu près un tiers ou la moitié de mon temps en dehors de mon entreprise. C'est-à-dire d'aller rencontrer des gens différents, d'aller me ressourcer ou me sourcer avec des initiatives et des idées nouvelles. Je m'intéresse à beaucoup de sujets de toute nature différente et je fais en sorte que mes salariés, je disais 2500 salariés, soient en permanence baignés dans un monde, je reprends le terme, d'innovation, c'est-à-dire de compréhension de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. J'emmène régulièrement mes cadres dirigeants également rencontrer des acteurs qui sont dans des secteurs complètement différents du mien, de manière à ce qu'ils comprennent comment ou qu'ils chaussent les lunettes des autres pour comprendre ou pour regarder le monde. Et en tant que banquier, je fais en sorte que les acteurs de notre territoire comprennent qu'ils sont tous acteurs de la transformation et du progrès de ce territoire. On a une signature au niveau du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui est ici et ensemble tous acteurs de notre territoire. C'est-à-dire faire en sorte que les autres comprennent qu'en étant et en intervenant sur le territoire, ils participent à la création de richesses de ce territoire. Et pour ça, c'est de créer les conditions d'un partage de la connaissance, hybridation pour reprendre ce terme-là, et de faire en sorte qu'on puisse comprendre le monde tout en étant enraciné sur son territoire, qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois énormément à la croissance de ces territoires, à l'importance du lien social et de ces villes moyennes. On essaye de faire avec Joël modestement un centre de partage de la connaissance à Biarritz qui se veut un endroit où on aidera évidemment les startups à grandir, mais également à comprendre par un ensemble de conférences, comprendre le monde et s'en servir pour arriver à croître sur les territoires. Voilà, pardon d'avoir été un peu long. Non, non, vous aviez tout le temps que vous vouliez pour cette première prise de parole. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions. Je pense notamment à Christophe Leblanc, de la Société Générale, qui est confronté aussi au problème dont parlait Sébastien Bazin avec Joël tout à l'heure, qui était, on ne se positionne plus comme des concurrents avec Alibaba et ces gens-là. C'est énorme. En revanche, ils existent. Donc, il faudra parler tout à l'heure peut-être de... Quelle est votre vision pour résister aux géants du numérique et comment on résiste aussi à la conquête des esprits par les GAFAMA? Donc ça intéresse beaucoup Joël aussi et je pense tout le monde ici. Donc je vous laisse réagir et puis répondre aussi à cette question dans la foulée. D'accord. Oui, alors j'en ai parlé un petit peu, effectivement, la concurrence des GAFA et d'Alibaba. Enfin, ce qui se passe, je dirais, en Chine est particulièrement inquiétant en fait. En Chine, alors peut-être que le secteur financier traditionnel était un peu plus faible, effectivement, mais Alibaba a su, grâce à une stratégie de plateforme technologique très poussée,
combler, je dirais, peut-être le vide qui avait été laissé par les banquiers traditionnels, et tout est passé, je dirais, le secteur financier, tous les services financiers sont maintenant proposés sur les plateformes technologiques d'Alibaba. Donc, bon, alors ce qui nous préserve pratiquement un peu plus, effectivement, en Europe, je pense, moi, c'est que bon, le secteur financier était peut-être un peu plus performant que la Chine, mais il ne faut pas se leurrer. Je dirais, ils ont des capacités, effectivement, d'investissement inouïes, et un jour, certainement, on aura affaire, effectivement, à des attaques bien plus sérieuses qu'aujourd'hui. Sur les GAFA, proprement dit, comme je le disais, ils se focalisent beaucoup plus sur des sujets où ils voient un aspect technologique important et un aspect réglementaire moins pesant que, je dirais, la relation financière dans son ensemble. Alors ils prennent des niches comme les paiements, et ils vont se positionner évidemment sur des niches aussi comme on le voit de plus en plus sur des crédits à la consommation. Et donc, mais ça reste, je dirais, que des pans d'activité qui, évidemment, nous feront mal, mais de fait, effectivement, sont attaqués parce que c'est plus simple et parce que ça ne nécessite pas une infrastructure, je dirais, réglementaire de supervision trop importante. Donc, quelque part, encore une fois, je pense que ce qui nous protège aujourd'hui, c'est un peu la difficulté de comprendre la réglementation bancaire. Maintenant, sur le fond, ce qui va nous protéger, c'est comme le disait Hervé Bazin, c'est la qualité de la relation que l'on peut avoir avec nos clients. Moi, je crois beaucoup, et nous avons une stratégie à la Société Générale qu'on appelle Figital. C'est à la fois, les gens ont besoin de digital, ils veulent faire les opérations traditionnelles, classiques, bancaires, sur leur smartphone, ça, on doit investir là-dedans. Mais nous avons, d'où le FI, ça vient de physique et digital, on combine les deux, parce qu'on sait très bien qu'il y a des moments clés dans l'existence des gens où ils ont besoin d'interagir avec l'humain. Et ça peut être notamment lorsqu'on fait une acquisition, un projet d'acquisition de maison. Là, évidemment, on a besoin d'interagir avec l'humain, on a besoin d'un conseil. C'est tout ce qui tourne autour de l'épargne aussi, où les gens sont très, évidemment, demandeurs d'avoir des conseils, parce que derrière, il y a toute l'arrière, c'est tout ce qui est la protection. Et donc, et cette qualité de la relation, c'est ce qui nous préserve, je dirais, in fine, face à ces géants technologiques. Et c'est ça qu'il faut qu'on préserve, d'accord ? Et donc, on investit beaucoup, je dirais, dans les formations qui nous permettent effectivement d'améliorer la qualité des conseils donnés, notamment sur ces secteurs, sur ces moments clés dans la vie des clients, ainsi que sur l'épargne. Parce que nous croyons beaucoup que c'est là que se situe le cœur de notre métier. Merci. Je pense que le micro qui est devant vous fonctionne. On l'a remplacé tout à l'heure, si vous voulez, tout à l'heure. Joël Oui, je voudrais faire un rapprochement peut-être un peu audacieux entre ce que vient de dire Jean-Paul sur la banque mutualiste et ce qu'a dit tout à l'heure Sébastien sur l'hôtellerie du futur. Et je vais employer un terme qui était presque employé par eux deux, mais pas directement, c'est le terme de refuge. Qu'est-ce que c'est un refuge en montagne ? Un refuge, c'est quelque chose qui vous protège des intempéries, des dangers, des précipices, où on se met ensemble pour se réfugier. Et j'aime bien l'idée que la banque mutualiste et l'hôtellerie du futur pourraient aussi être des refuges contre la difficulté de la vie, contre les impensables, les impondérables de la vie, pour aider les gens à conquérir leur bien-être intérieur et leur plus-être. Pas seulement avoir plus, mais être plus, être bien dans sa peau, le bien-être et le plus-être, c'est une forme de conquête. Et je pense que ces refuges, que sont la banque mutualiste de demain, que sont l'hôtellerie du futur, pourront aider les gens à trouver ce bien-être. Parce que dans le bien-être, il y a les mots heureux, joie et bonheur. Il y a une grande différence, me semble-t-il, entre être heureux, avoir du bonheur et ressentir de la joie. Ce n'est pas le même temps, ce n'est pas dans la même durée, comme dirait Bergson. En fait, le bonheur, c'est un capital. Être heureux, c'est un flux, et la joie, c'est un pic. Le bonheur, c'est un capital. On peut créer un capital bonheur et le conserver, investir dans ce capital bonheur, le perdre de temps en temps comme tout capital.
être heureux, c'est un flux. C'est comme le surf. On est heureux de faire ça. On est heureux de voir ça. On est heureux avec ces gens-là. Donc c'est un flux. Il faut préserver ce flux dans la dynamique de la continuité et entretenir le fait de pouvoir être heureux. Le bien-être auquel vous contribuez, la banque refuge qui aide les gens à affronter les difficultés de la vie, c'est aussi un peu ça. Et puis la joie, le bonheur, être heureux et la joie sont des pics. Ce sont des pics que l'on partage à un moment donné, mais qui ne sont pas toujours reproductibles. Et on est en fait constamment à la recherche de la joie. Alors que quand on a acquis le bonheur et que l'on sait se rendre heureux, ce sont des choses qui se conservent et qu'on peut transmettre à nos enfants. Donc, c'est un peu paradoxal ce que j'ai fait comme rapprochement, mais le rapprochement entre la banque et l'hôtellerie pour aider les gens à conquérir le bonheur, le bien-être et le plus-être me semble quelque chose auquel on peut réfléchir sur le comment dans les années à venir. Claudia ? Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a un spécialiste du bonheur qui s'appelle Csikszentmihalyi, donc j'ai réussi à le prononcer, qui définit le bonheur, enfin le flux, le bonheur. Il appelle ça le flow, justement. Donc le flux, en fait, c'est le moment où on est en train de faire quelque chose, on y arrive, on est concentré, ça avance et on ne pense plus à rien et le temps s'arrête. Et ça, c'est le flux de bonheur, effectivement. C'est pas un pic de joie, mais c'est effectivement, je dirais que le bonheur, après, c'est la capacité de reproduire ce qui génère ces flux. C'est de sentir qu'on a entre ses mains la capacité de le reproduire. Moi, je veux juste faire une petite remarque de non-spécialiste complète. Mais cette idée de refuge de l'humain en marge de la digitalisation. Donc, les opérations téléphoniques, la réservation d'hôtels, la banque, etc. Tout ça, il y a un gain d'efficacité, de temps, de coût, etc. Enfin, c'est vraiment irrésistible. C'est vrai que de temps en temps, ça bug. Et on a envie de parler à quelqu'un. Et là, ce qui serait bien, c'est si c'était vraiment un refuge humain, c'est-à-dire c'était un être humain, pas quelqu'un qui suit un arbre. Alors si on me pose telle question, je réponds ça. Là, je pose telle question, là, je réponds ça. Et de temps en temps, on parle à des êtres humains qui sont à l'autre bout du fil, on ne sait même pas du tout où ils sont. Et on a vraiment l'impression de parler à une machine. En fait, les humains imitent les machines. Donc ça ne sert à rien, en fait. Autant parler à une vraie machine. Donc, en fait, le refuge humain, ça serait de, finalement, je ne sais pas si c'est possible, supprimer ces algorithmes et ces schémas et reparler de nouveau à quelqu'un qui va au moins donner l'impression d'écouter et d'inventer une solution originale. L'humain, c'est ça finalement, c'est quand c'est une relation particulière et quelqu'un a écouté ce que j'ai dit et il a compris cette situation particulière et il me répond à moi. C'est peut-être une illusion, mais parfois on tombe dans un monde kafkaïen, plus du côté humain que du côté machine. Finalement. Je pense qu'on va avoir deux réponses là, oui, de Christophe Leblanc et de Jean-Paul Mazoyer. Je pense que Claudia a raison. Enfin, je sens qu'il y avait du vécu dans ce que tu disais. Enfin, donc oui, tout à fait. On a d'énormes progrès à faire effectivement sur la façon dont les gens sont reçus, la façon dont les gens sont accueillis, et donc on y travaille. C'est pour ça que je disais effectivement qu'il nous faut effectivement former nos gens. Et quelque part, le digital est aussi une opportunité puisque ça permet de consacrer les gens plus effectivement sur l'humain, et c'est ce que nous cherchons à faire. Maintenant. Pour un prix, il y a d'énormes progrès à faire, j'en ai bien conscience. Vous savez qu'il existe une application de l'intelligence artificielle dans les call centers. Les call centers sont les gens qui répondent à toutes les questions, et bientôt ça va être des chatbots, des robots parlants aussi. Mais l'intelligence artificielle détecte dans la voix des gens qui posent des questions l'agressivité, la gentillesse, même la bonté, et permet d'orienter les réponses en sélectionnant les gens qui vont répondre. Alors ce sera des chatbots aussi, adaptés par cette intelligence artificielle au type de questions que les gens posent. Agressivité, gentillesse, émotion, hésitation, difficulté à s'exprimer. Et donc on va vers ça dans les call centers. Alors que dans les entreprises comme des banques, il y aura des accueils qui seront capables de répondre à ce profiling, je pense qu'on va y aller vers ça. Définir à l'avance le type de réaction que l'on pourrait avoir en fonction de la question et de l'inquiétude, l'angoisse que les gens portent dans leurs questions. Oui, et en même temps, il faut voir la technologie comme un moyen d'augmenter l'efficacité ou la disponibilité des femmes et des hommes qui constituent la banque. Un peu comme Sébastien le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'interactions avec la technologie en amont quand on cherche un sujet financier ou en aval pour faire des opérations courantes, et on n'a pas besoin cette fois-ci. Ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de refuge, moi j'ai toujours considéré que le métier de banquier, c'était de proposer à ses clients de sécuriser leur présent et de préparer leur avenir. C'est vraiment ça notre métier. Et quand il y a des moments importants, on s'aperçoit que les clients, ils ont envie de rencontrer quelqu'un, ils n'ont pas du tout envie d'avoir une interaction avec une machine, ni avec un call center, et ils ont besoin de rencontrer quelqu'un qui fait preuve d'une extraordinaire empathie.
Et c'est ça le métier de banquier, c'est d'être au contact des gens. Moi, je me suis aperçu que cette empathie, elle pouvait être identitaire, régionale. Je vis sur une région, le Pays Basque, qui est une des régions les plus identitaires d'Europe. Et il est inenvisageable que dans les agences du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, du Pays Basque, j'ai pas des gens qui soient originaires du Pays Basque. Parce que sinon, je n'ai pas cette empathie. Mais cette empathie aussi, aujourd'hui, c'est lié au moment de vie. Pour être empathique avec quelqu'un qui vient à la banque parce qu'il y a un décès dans sa famille, eh ben c'est plus facile si l'interlocuteur il a lui-même vécu un décès dans sa famille. Je vous la fais courte, mais c'est un petit peu ça le sujet de l'empathie aujourd'hui pour arriver à tisser et à développer ce lien social avec nos clients. La technologie, encore une fois, c'est juste un moyen pour libérer du temps, pour être plus efficace, plus productif, pardon pour le mot, mais finalement pour libérer du temps pour qu'on puisse faire notre métier, qui est un métier de relation entre êtres humains. Et c'est là que s'exprime véritablement notre utilité. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette question. Est-ce qu'il est possible de construire un nouveau monde sans détruire l'ancien monde ? Par exemple, on a face à nous, on parlait des GAFAMA tout à l'heure, comment on peut remettre de l'équilibre entre ces GAFAMA et ces NETU, etc. Et puis les entreprises. Vous représentez des grandes entreprises. Mais comment on fait pour ne pas détruire tout ce qui existait avant et puis arriver à reconstruire quand même sur un ancien monde qui pourrait se renouveler ? Je les laisse répondre en professionnel. Moi, je fais une petite remarque schumpeterienne. Comme disait Schumpeter, il faut détruire pour reconstruire. C'est la loi darwinienne, en quelque sorte, de l'économie de marché. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Je pense que dans la destruction, la construction se fait encore mieux quand on comprend pourquoi il faut passer à un autre système. C'est-à-dire la compréhension d'une nécessité du changement de système appelle des moteurs, des motivations et des valeurs pour la reconstruction. Donc il ne faut pas être trop schumpeterien en binaire. Il faut être schumpeterien dans la continuité des flux, dans le surf. Moi, je voudrais répondre par une anecdote à la question. Il y a dans le Pays Basque, donc un petit village que vous connaissez forcément de nom, qui s'appelle Espelette. Il fait 2500 habitants. Alors, qui est connu effectivement pour ses piments, qui est un petit peu moins connu, mais qui est également assez célèbre pour ses cuirs. En 2010, il y a une petite entreprise qui est venue s'installer pour faire des selles de cheval. Alors jusque-là, rien de très original. Par contre, ils se sont dit, il y a déjà un marché qui est bien plus important sur le continent américain qu'en Europe pour les selles de cheval, donc on va tout de suite se baser sur l'export, tout en étant à Espelette. Et puis comme le dirigeant allait régulièrement aux États-Unis, un jour il est entré en disant, on est une data company. Très à la mode, mais quand on fait des selles de cheval, dire on est une data company, il faut quand même avoir une vision un petit peu originale. Et en fait, il a trouvé l'idée de barder les selles de cheval de capteurs, et avec de l'intelligence artificielle, il analyse la position du cavalier et la réaction du cheval. C'est les premières selles de cheval connectées. Il les vend, je crois, $10 000 aux États-Unis, pièce. Et pour moi, c'est une formidable, et c'est pour ça que je réponds comme ça, c'est une formidable anecdote qui révèle que si on considère que la mondialisation n'est pas incompatible avec l'enracinement sur le territoire, si on considère que la technologie est un formidable levier de développement, y compris quand on est dans une région reculée par rapport aux grandes métropoles, et que l'on n'a pas besoin de s'expatrier dans les grandes métropoles pour bénéficier de l'avantage de la technologie et de la mondialisation, alors je crois qu'on a tout compris par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Christophe. Oui, peut-être. Mais même au sein d'un groupe comme Société Générale, on fait parfois des choses qui peuvent paraître contradictoires. Enfin, on a une banque, par exemple, qui s'appelle Boursorama, qui est complètement digitale. Elle fait concurrence, effectivement, au réseau classique Société Générale et Crédit du Nord. Et de fait, on veut pouvoir faire les deux. Donc, et ça peut être phagocytant, hein, d'un côté comme de l'autre, enfin, je veux dire, en termes de clientèle. Cela étant, si on ne le fait pas nous-mêmes, si on ne fait pas nous-mêmes, si on ne se positionne pas aussi sur ce type de besoins ou ce type de services parfois digitaux, même si effectivement ça vient concurrencer une partie des services que nous faisons, d'autres le feront pour nous. Donc c'est une question aussi, une question de survie. Donc il faut vraiment en avoir conscience. Donc on se positionne aussi nous-mêmes de temps en temps sur des choses qui nous font concurrence nous-mêmes. Donc
Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Et puis derrière, après, il y a des invariants. Hein. J'en reviens encore à la relation de confiance que nous avons avec notre clientèle, aussi aux facteurs de sécurité. Nous investissons par exemple beaucoup dans la sécurité informatique parce que nous savons que si nous sommes perçus, nous banques, comme des tiers de confiance. Et il est très important que cet invariant, je dirais, soit conservé. Et ça reste, d'accord. Et ça nous permet effectivement de survivre dans le monde concurrentiel qu'on a décrit. Vous parlez de tiers de confiance. Est-ce que vous ne croyez pas que la blockchain va complètement changer cette notion de tiers de confiance en créant, par le numérique et par l'interaction et la transparence, tout en étant encrypté, pas remplacer, mais complémenter ces tiers de confiance dont vous parlez? Alors sur la blockchain, donc on regarde, on regarde de très près, mais franchement, je dirais, des activités qui passeraient tout en blockchain, on n'a pas encore ce cas-là. Hein, d'accord. On travaille beaucoup sur la blockchain, sur des cas, sur les paiements. On travaille sur la blockchain, sur des trade finance. Quand il y a tout un workflow, enfin tout un flow, un processus à suivre et qui doit effectivement respecter certaines choses. Donc, mais pour l'instant, passer à l'échelle complète sur la blockchain, on n'a pas vu encore ça. Cela étant, c'est vrai que c'est qu'on regarde beaucoup, mais il restera. Ça sera complémentaire. Hein. Je pense quand même que, comme on l'a dit, et on l'a répété ici, il y a des moments clés dans la vie où on a besoin de parler à un humain, indépendamment du fait que derrière, on ait un workflow complètement sécurisé grâce à de la blockchain. Claudia, tu voulais réagir, je crois. Non, mais l'idée de construire, changer sans détruire ou en détruisant seulement en partie, moi, ça me faisait plutôt penser à Lampedusa, en fait. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que tout change, accepter le changement pour préserver l'essentiel, pour préserver ce à quoi on tient. Donc on peut accepter de numériser tout un tas de choses, etc., du moment qu'on conserve ce qui nous importe. Donc par exemple, les interactions humaines. Je remarque qu'on est quand même ici physiquement. Ça pourrait ne pas être le cas. On pourrait voir sur un écran, on pourrait on est parler très par suivi Skype, aussi sur Twitter et sur Internet. Oui, bien sûr, on est aussi par Internet pour ceux qui ne peuvent pas venir, mais bon, il y a quand même des gens qui prennent la peine de venir ici et de se rassembler. Et finalement, ça subsiste. Par exemple, dans le domaine de la recherche, les gens sont dans des centres de recherche tous les jours, et ils se voient et ils participent à des séminaires. À l'École d'économie de Paris, il y en a au moins un par jour. Il y a 50 personnes dans la salle qui sont là pour écouter, pour interagir. Finalement, on a l'impression, on se dit, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on sent que ça ne serait pas pareil de le faire juste en lisant le papier, en envoyant ses remarques, et puis en répondant d'une manière ou d'une autre. Et puis quand on travaille avec des collaborateurs, on peut travailler à distance. Moi, j'ai plein de co-auteurs dans plein de pays, mais il y a quand même un moment où on a besoin de se voir pour travailler. Donc finalement, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du hasard. Finalement, on est là, je rencontre quelqu'un, on travaille sur un sujet, en fait on parle d'un autre, ça me donne une autre idée, cette fécondation entre différents objets. Boulevard Jourdan, il y a aussi des sociologues, des anthropologues, des historiens, finalement ça donne des idées un peu différentes. Donc la présence physique, le lien entre les gens, la raison pour laquelle c'est important de se voir de manière localisée, je crois que c'est parce que le hasard conservera toujours une grande place. Alors, très intéressant. Je vais te passer la parole, Juste Joël. un mot là-dessus. Oui. On rebond très vite en 30 secondes. C'est le temps réel et l'imprévu. Ce qui crée ce suspense qui est la vie, c'est le temps réel et l'imprévu. Comment on va réagir à cet imprévu qui résulte d'un groupe rassemblé où des gens ont des idées, des commentaires, des remarques. Un body language qu'on voit, nous, ici, comme intervenants, et qui joue un rôle très important dans l'interactivité. Le temps réel et l'imprévu, c'est la vie. Oui, alors je voudrais rebondir sur cette idée de serendipité. J'ai mon voisin Jean-Paul qui réagissait au même moment, au même mot, parce que c'est ça l'imprévu en fait. Hein. Le hasard, on rencontre des gens puis il se passe des choses. Donc on parlait de remettre du lien social, du sens, etc. Et j'aimerais aussi me faire la voix d'Aurélie qui n'est pas là, comme vous le savez, mais qui aurait beaucoup aimé. Quand on parlait des armes aussi, des conquérants, les armes peuvent être positives. Donc elle suggérait qu'il y avait une arme très importante qui est la connaissance, l'égalité des chances. Et puis moi, je rajouterais justement le hasard qui fait parfois bien les choses. Donc, je vous laisse réagir chacun sur ce point-là. Jean-Paul, peut-être, qui voulait parler tout à l'heure. Le hasard est assez peu probable, comme on dit. Et donc, il faut créer les conditions
pour que le hasard se produise, si je peux utiliser ça. Ça veut dire trouver les lieux, les moments où se rencontrent des idées, où peuvent émerger des idées qui a priori n'étaient pas prévues pour ça. Et ce mot de sérendipité, c'est exactement ça. Il arrive que des gens se rencontrent. Alors, ça, on le voit très très bien dans le monde des startups. C'est-à-dire qu'on a des startups qui travaillent en général pour une industrie ou pour des grands clients, et on va les mettre en relation avec un autre secteur d'activité où a priori ils n'avaient rien prévu, en tout cas pour ce domaine-là. Et parce que la rencontre se fait, quelqu'un dit « Ah bah tiens, ça me rappelle une idée ». On le fait également beaucoup avec des artistes, en commençant à mettre des artistes avec des chefs d'entreprise ou avec des start-upers, des étudiants. Et plus vous multipliez finalement les profils différents, les idées différentes, plus vous avez des chances qu'une idée émerge. Et finalement, c'est pour ça que je dis le hasard est assez peu probable. C'est à nous de créer les conditions pour qu'émergent des idées nouvelles. Et notre rôle d'acteur économique, c'est de créer ces conditions et de faire en sorte qu'on puisse, un petit peu comme aujourd'hui, créer des lieux, des moments où des gens se rencontrent pour penser le monde de façon différente. Et juste un mot, puisqu'on utilise un mot un tout petit peu savant avec sérendipité, il y en a un deuxième par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est, et c'est ce que Michel Maffezoli décrit en ce moment, en disant c'est le temps de l'oxymore. C'est-à-dire de faire en sorte que des choses qui paraissent complètement opposées se réunissent. C'est le fameux « en même temps » que l'on connaît bien, que notre haut patron aujourd'hui. Mais on a véritablement cette dimension qui apparaît, c'est-à-dire d'arriver à réconcilier des choses qui apparaissent au départ complètement irréconciliables. Qui veut réagir? Claudia, tout à l'heure, peut-être tu voulais dire un mot, et puis Christophe et Joël. Non, moi, c'était plus pour compléter. Je m'inscris complètement dans ce que vient d'être dit. Moi, on travaille beaucoup sur les nouveaux modes de travail, en fait. Donc, tout ce qui est l'agilité, l'interaction, en fait, de raccourcir les cycles. Et ça fait partie, effectivement, de ça. Les startups, comme cela a été dit, ça pivote. Et donc, c'est tout à fait ça, en fait. C'est laisser une part de hasard dans les choses et permettre, effectivement, des interactions beaucoup plus rapides et agiles, effectivement, dans les équipes. Ce qui nous permet, effectivement, d'aller plus vite et d'être plus efficace. Alors, Joël ? Alors, sur le hasard, en tant que scientifique, on a une vision du hasard qu'on appelle un générateur aléatoire de diversité. Générateur, il le provoque, aléatoire, on ne sait pas ce qui va se passer, de diversité. Donc il faut catalyser le hasard en créant les conditions de ce générateur. Et catalyser le hasard, ça paraît un peu incroyable, mais c'est ce que disait Einstein, c'est que des esprits bien préparés vont détecter dans le hasard l'innovation à venir. Donc il faut préparer les esprits à utiliser le hasard. Et c'est le rôle du connecteur que tu veux réaliser à Biarritz. Et je m'associe complètement à cette idée géniale, qui est l'idée de rassembler des gens dans des conditions improbables, eux-mêmes, pour que, déséquilibrés, ils puissent créer les conditions qui catalysent le hasard. Il faut déséquilibrer les gens pour qu'ils soient créatifs. C'est une idée magnifique. Moi, je l'applique depuis longtemps. Je pense que le management, c'est du déséquilibre contrôlé. Et c'est vrai que dans une société d'hyper-contrôle, c'est intéressant quand même de miser sur le hasard. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau programme, parce qu'on est dans une société où le contrôle est omniprésent. On veut tout contrôler. Et là, tout d'un coup, on fait confiance au hasard. C'est intéressant. Pas confiance. On l'utilise comme catalyseur de diversité. Oui. C'est différent. C'est ma nature de faire confiance, ça doit être pour ça. Donc, Claudia, tu voulais ajouter un mot ? Non, mais ça me faisait penser à ce que racontait le premier intervenant sur cette machine qui allait vous dire tiens, aujourd'hui, ça serait bien que tu tournes à droite en sortant et puis que tu parles à telle personne parce que je pense que c'est bien pour ton humeur d'aujourd'hui. Finalement, tout ce dont on parle, est-ce que ça échappe quand même à l'intelligence artificielle ou est-ce que. Je pense que oui. Mais l'idée de l'intelligence artificielle, c'est quand même que quand on pourra traiter toutes les données, finalement, ces rencontres qui nous semblent être du hasard, elles seront en fait prévisibles et peut-être organisées. Enfin, je ne pense pas, mais ce qui est intéressant, ça serait d'identifier justement la part qui échappera à ça ou qu'on pourrait essayer de préserver par rapport à cette prévisibilité fondée sur les données massives. Qui veut réagir ? C'est tout sur le hasard. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une petite idée aussi des grandes conquêtes à venir, selon vous. Quelles sont les grandes conquêtes, chacun dans votre univers, bien sûr. Joël, évidemment, nous parlera des... Moi, je pense que l'une des conquêtes les plus importantes à venir, ce n'est pas la conquête de l'espace extérieur, c'est la conquête de l'espace intérieur. Mieux comprendre la neurobiologie,
mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, mieux comprendre les contraintes qui sont constamment liées à notre vie quotidienne, vont aider à faire un pas considérable sur l'agir. Agir en connaissant les principes de base de cette action, d'où l'importance de la neurobiologie. Et je remercie Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, d'avoir introduit la neurobiologie dans les classes modernes et de montrer comment, à partir d'une meilleure connaissance du cerveau, on peut mieux former les élèves et surtout comment, par la coéducation, ils peuvent mieux se former entre eux. Donc je suis convaincu que la neurobiologie va jouer un rôle très important dans notre futur, d'où la conquête de l'espace intérieur. Je pense que c'est une des prochaines grandes conquêtes. Christophe? Bon, moi, je vais être dans mon domaine d'activité, si je puis dire. Donc, moi, je pense que, évidemment, il y a la technologie qui reste effectivement une sphère où il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à développer et tirer parti, effectivement, de tout ce qu'on a pu dire sur les axes digitaux. Ça, c'est très important. Mais fondamentalement, je pense que ce qui est très important pour la banque, c'est de faire la reconquête, je dirais, de l'humain. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, à la fin, c'est cette relation entre le client et sa banque de confiance qui nous préserve effectivement des monstres, je dirais, technologiques que l'on a soit en Chine, soit aux États-Unis. Dans mon domaine de recherche, il y a encore plein de choses à faire pour essayer de comprendre ce qui rend les gens heureux. Pourquoi est-ce qu'on se lasse de tout? Comment faire pour se préserver de l'habitude, des comparaisons? Comment faire pour que les gens... Parce qu'on sait que ce qui compte énormément, c'est le projet, c'est l'avenir tel qu'on le voit, c'est ce qu'on pense qu'on va pouvoir faire dans la... Comme on l'a dit, ce qui compte, c'est l'avenir, on va passer la meilleure partie de notre vie. Donc comment est-ce qu'on mieux comprendre ça, les fondements du bonheur, et puis comment peut-être... travailler plus sur ces conditions qui sont, sur ces obstacles au bonheur en fait, qui sont l'habitude, les comparaisons, la relativité, et travailler plus sur le côté positif qui est la projection de soi dans l'avenir, le projet, l'identification, un projet collectif. Vous disiez la transmission du bonheur aux autres. Et oui, bien sûr, et le bonheur social, c'est-à-dire le bonheur avec les autres. Joël, prends le micro si tu veux réagir peut-être. On n'entendait pas tout à l'heure en fait ta réaction. Il n'entendait pas du tout? Ben non, tu n'avais pas de micro. Non, je lui disais la transmission du bonheur. Non, c'était un aparté. C'est un aparté. Mais continue dans tes questions. Non, mais on n'a pas terminé. Jean-Paul va réagir aussi à cette question. Je crois comme Joël que la conquête aujourd'hui, elle n'est pas sur des nouveaux territoires géographiques, vers l'extérieur. Il reste, si on se place globalement au niveau de la planète, beaucoup de choses à conquérir en matière économique pour les habitants de cette terre. Il y a également beaucoup de conquêtes à faire dans les droits sociaux ou sociétaux. Donc il y a encore des conquêtes à imaginer. Je crois que si on en revient maintenant à nos territoires, un des éléments de conquête, et je ne vais pas sur le domaine scientifique que je laisse à Joël évidemment, mais c'est d'imaginer comment la technologie pourra nous aider à changer notre modèle de croissance. Parce qu'on est sur un modèle de croissance aujourd'hui qui est extraordinairement dépensier des ressources de cette planète. On voit qu'il aboutit à une accumulation de richesses. Là, c'est l'économiste qui parle. Il n'y a jamais eu autant d'accumulation et de déséquilibre dans les richesses. Donc on voit que ce modèle-là n'aboutit pas au bonheur de l'ensemble de nos concitoyens et qu'en plus il est ravageur sur les ressources de cette planète. Comment est-ce que demain on arrive à continuer à avoir de la croissance, à accéder à une plus grande richesse partagée pour l'ensemble de nos concitoyens? Ça, c'est un vrai sujet. Je crois que la conquête aujourd'hui de ces nouveaux territoires, c'est sur ces nouveaux modes de croissance. Oui, c'est vrai, si on a le droit de parler de choses aussi générales et un peu loin. C'est vrai que c'est essentiel, j'allais dire, on ne peut pas parler des enjeux et de la conquête aujourd'hui sans parler de l'environnement et de la préservation de la planète. Et la question, c'est comment faire pour que les gens s'intéressent à ce qui est un peu éloigné dans le temps. C'est-à-dire, on sait tous qu'il y a certaines menaces qui se profilent, qu'il y a des dangers, qu'il y a même, on sait vers où on va. Mais en fin de compte, il n'y a pas énormément de motivation pour se mobiliser, pour les prévenir, pour s'organiser. Finalement, on arrive à vivre très bien dans une sorte de myopie un peu court-termiste. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas assez motivé pour affronter ces problèmes qui concernent le futur. Pas forcément très éloigné, mais un peu éloigné.
Pourquoi? C'est vraiment une question. Il y a toute l'économie comportementale qui montre que les gens ont des biais, qu'ils n'arrivent pas du tout à s'intéresser à tout ce qui est au-delà des quelques jours qui viennent, qu'ils ont des problèmes de self-control, etc., etc. Je ne sais pas, moi je me dis c'est peut-être aussi... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à affronter ces risques? Peut-être que fondamentalement, en fait, c'est la condition humaine. Enfin, on vit toute la journée en oubliant qu'on va mourir. Donc en fin de compte, c'est ça qu'on fait tout le temps. On met tout le temps une espèce de mur entre cette idée effrayante qui concerne un avenir plus ou moins lointain et puis le moment présent qu'on a besoin de vivre tranquillement. Et donc finalement, c'est peut-être ça qui fait qu'on n'affronte pas ces risques lointains. On sait qu'on y va, mais oui, de toute façon, pensons à autre chose. Et donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus, sur comment mettre plus de poids et plus de motivation pour affronter ces problèmes qui sont quand même pressants. Cela dit, les citoyens attendent énormément des entreprises parce qu'eux agissent à leur niveau et les entreprises, les politiques sont ceux qui montrent la voie, qui peuvent agir, qui ont le pouvoir d'agir. Nous, on fait, moi je dis nous parce que je me mets dans les citoyens, on fait ce qu'on peut avec nos moyens et puis on n'utilise pas forcément le bon vocabulaire non plus. Peut-être qu'il faut parler davantage des risques liés à la pollution. Là, les gens sentent très très bien ce que c'est que la pollution, les dégâts que ça fait. On n'a pas tellement parlé de ça, on en parle maintenant. On a parlé de climat, c'était un petit peu loin. Donc je pense qu'il y a ça aussi, mais Joël et Christophe vont compléter certainement. Je pense que tout le monde peut agir en fait. Il n'y a pas que les entreprises, mais les entreprises aussi agissent. En fait, on a cette responsabilité sociétale. En fait, nous l'avons intégrée en fait, et nous avons des politiques de RSE. Nous développons effectivement ce que nous appelons des programmes de Tech for Good. Donc, nous avons décidé de nous désengager complètement du charbon. Donc, il y a alors, est-ce qu'on va assez loin? Est-ce que ça va assez vite? Certainement pas. Mais je veux dire, il y a quand même une prise de conscience à tous les niveaux qu'il faut agir. Hein. Donc, ça reste effectivement maintenant, c'est devenu un des axes stratégiques effectivement de la société générale. Donc il faut en avoir conscience. Alors c'est encore une fois, on peut regretter que ça va peut-être pas assez vite, mais c'est réellement à l'agenda, je dirais, de notre direction générale en fait, ces sujets-là en fait. Hein. La responsabilité sociétale dont vous parlez, elle peut tenir d'une part à l'écologie au sens le plus traditionnel du terme, c'est-à-dire le respect de la planète pour en donner en héritage une planète digne de nos enfants et de nos petits-enfants, et aussi au partage sociétal des ressources, à la fois des ressources du savoir et des ressources financières. Donc écologie plus société, ça peut donner un terme que j'ai proposé en 1975 dans mon livre Le Macroscope, qui est trop politique, donc il ne marchera jamais, et il ne marche pas du tout d'ailleurs, c'est l'écosocialisme. L'écosocialisme, c'est les deux. C'est la réunion entre le partage du patrimoine mené à son terme, mais dans les meilleures conditions possibles, et le socialisme, c'est le partage des connaissances et des données et des ressources financières pour que tout le monde puisse en profiter. Donc la relation des deux mots, malheureusement, elle a une étiquette trop politique, mais moi j'y tiens. Je pense que l'écosocialisme résume ce qu'on devrait faire pour le futur, pour à la fois préserver la planète et nous préserver nous-mêmes par le partage. Oui, pourquoi pas? Oui, mais c'est trop C'est vrai tagué que politiquement. socialisme, ça fait un petit peu ancien monde, c'est vrai. Éco-citoyenneté, c'était bien. Tu avais d'autres mots, il me semble, qui étaient super efficaces. Éco-citoyen, ça on l'avait proposé il y a pas mal d'années, c'est resté. C'est bien. Éviter l'éco-égoïsme et promouvoir l'éco-participation. Éco-citoyen, c'est un mot resté. Éco-socialisme, j'en suis pas du tout sûr. Ça démode, disons. Vous voulez terminer, chacun un petit mot, qui n'a pas dit tout ce qu'il avait à dire. Il nous reste à peine une minute, donc si vous voulez conclure. On peut essayer. Allez-y. Non, mais je juste te dire que la conquête, pour moi, c'est aussi une façon, c'est le dynamisme, parce que quand on donne effectivement un objectif, en fait, on a un objectif de conquête, c'est un progrès, donc les gens se mettent en marche. Ça permet effectivement de faire rêver, donc c'est pour moi un concept très important et donc on l'utilise comme un vecteur de dynamisme. Mais j'ai évidemment, et nous avons bien conscience que ceci doit se faire dans un certain cadre. Donc on revient effectivement au cadre éthique que la responsabilité sociétale. Par exemple, on développe des programmes d'intelligence artificielle, mais il est clair que l'intelligence artificielle doit se faire dans un cadre éthique respectueux effectivement et éviter tous les biais qui pourraient être engendrés. Donc vraiment, moi je suis utiliser la conquête pour faire bouger effectivement l'entreprise, c'est très important, mais dans un cadre, et c'est ce que nous souhaitons à la Société Générale. Alors la conquête, elle est vue souvent comme un rapport de force,
une domination. La conquête telle qu'on la voit à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est une conquête des esprits pour les aider à affronter le futur, les aider à mieux comprendre ce qui arrive dans la complexité du monde qui vient, pour les aider à se construire, à se poser des questions, à les transmettre à leurs enfants, à les transmettre autour d'eux dans leurs activités professionnelles. C'est la conquête pour le partage, c'est la conquête pour l'initiation, c'est la conquête pour le sens. En fait, pour nous, à la Cité des sciences et de l'industrie, notre conquête, c'est la conquête du sens pour aider les gens à le partager entre eux de manière à construire un futur souhaité plutôt que de subir un futur imposé. Alors là, je crois que comme conclusion et timing, on ne fait pas mieux. Merci Joël. Merci à vous tous. C'était passionnant.